Madame l'ambassadrice de Palestine, chère Allah, Monsieur le secrétaire national du Parti communiste français, cher Fabien Roussel, Madame la présidente du groupe CRCEK au Sénat, chère Cécile Cukierman, avec elle, je veux saluer l'ensemble des sénatrices et des sénateurs du groupe communiste. Ils sont quasiment tous là, donc je les en remercie. Et je tiens à saluer mon ami Adel Diane, sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis. Mesdames et messieurs les députés, donc j'ai vu Yannick, j'ai vu Soumia, j'ai vu Farida, il y en a d'autres, Antoine Léaumont doit arriver, Stevie Guyane. Merci à chacune et chacun d'entre eux. Mesdames et messieurs les représentants des écologistes, de la France insoumise, du Parti socialiste, de Après, et j'ai oublié dans les députés Alexis Corbière, évidemment, et tant d'autres. Chers élus de la métropole du Grand Paris, Mesdames et messieurs les maires, je reviendrai tout à l'heure sur l'Essonne, conseillers départementaux du département de l'Essonne et de l'agglomération de Cœur d'Essonne qui nous invite ici chaque année, cher Éric, son président. Enfin, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux, d'associations, dont le Secours populaire français, les responsables de la CGT. Chers amis, chers camarades, c'est avec un immense plaisir que nous inaugurons cette 89e édition de la Fête de l'Humanité pour cette année 2024 où notre journal célèbre ses 120 ans. Cette fête est une bulle d'air dans un monde tourmenté, un moment suspendu de fraternité, de solidarité et de paix dans le tumulte de cette société dominée par le capitalisme qui épuise le vivant et la nature. C'est vrai, mais il s'organise partout des espaces de résistance, de lutte, des victoires arrachées aux tenants du capital qui permettent une vie meilleure. Il y a aussi les progrès humains et scientifiques qui, s'ils sont mis au service du changement et du plus grand nombre, sont porteurs d'espoir pour les peuples du monde. Vous le savez peut-être, des éminents chercheurs travaillant sur l'espace ont découvert des traces d'eau dans la croûte martienne. Les quantités y seraient gigantesques, même si pour l'instant, il paraît difficile d'y accéder. La présence de l'eau sur Mars serait saisonnière, a priori salée, mais on ne sait pas encore d'où elle provient, du sol ou de l'atmosphère. Des études doivent être encore poussées pour savoir si la vie serait possible ou a déjà existé. Mais Elon Musk, le multimilliardaire américain, lui, envisage déjà d'y envoyer sa fusée SpaceX dans 2 ans. Et dans 4 ans, les premiers vols habités. Et ensuite, d'y construire une ville. On ne sait pas encore si cela est réalisable, car Mars et la Terre n'ont pas le même orbite et évoluent
à des vitesses différentes. Il faut donc attendre tous les 2 ans pour optimiser le voyage qui durerait tout de même de 6 à 8 mois. Mais voici le vrai visage des milliardaires. Après avoir épuisé la planète Terre et le vivant, ils réfléchissent déjà à leur futur profit dans l'espace. Il est donc urgent de réviser le traité de l'espace de 1967 qui régit les grandes activités de la communauté internationale en y incluant nommément la planète Mars et en interdisant formellement l'exploitation des ressources sur place au profit d'entreprises privées. Chers amis, chers camarades, si évidemment la recherche spatiale est une chose formidable et ouvre le champ des connaissances, nous perdons chaque jour des milliers de litres d'eau sur Terre. Et je ne parle pas ici de l'eau mal utilisée, fuyant de canalisations mal entretenues. Non, il s'agit de l'eau douce, qui s'évapore de plus en plus en raison du réchauffement climatique. La qualité de l'eau se dégrade, également en raison de la pollution des sols, menaçant la biodiversité et notre alimentation, puisque le vivant est dégradé. L'eau, facteur de crise, là où des pays, des régions entières connaissent des situations de stress hydrique inédites, que ce soit au Maghreb, dans les Pyrénées-Orientales, dans la Corne de l'Afrique, la pluie devient une denrée rare et l'Europe ne disposera plus de glaciers à la fin de notre siècle. Les cycles de l'eau se dérèglent, entraînant des effets en cascade. C'est une question existentielle et je n'ai pas besoin de vous informer de son caractère vital. C'est notre activité humaine, nos modes de production qui en sont les causes évidentes. Alors qu'il entretient le mythe d'une ressource infinie, le système capitaliste détruit ce qui est vital. L'eau douce dans une planète composée à 70% d'eau, mais ne représentant que 2% du volume global. Autre ravage du capitalisme, c'est désormais l'air qui engendre 40 000 décès par an en France liés à des maladies respiratoires. Dans les métropoles du monde les plus pauvres, il n'est pas rare que les gens soient cloîtrés chez eux plusieurs jours pour éviter de respirer un air saturé de gaz à effet de serre. En plus du déni démocratique, le déni climatique se renforce avec les climato-sceptiques qui sont en réalité au service de ce capital. Pourtant, la lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité absolue, au risque de ne plus pouvoir vivre sur cette planète. Nous avons encore subi, cette année, des catastrophes climatiques. Malgré un été en trompe-l'œil de la France, il a été constaté une période caniculaire dans notre hémisphère nord. Et la Méditerranée est la région qui se réchauffe le plus vite au monde. Plus que les inepties racistes du grand remplacement, c'est le grand réchauffement qui nous menace toutes et tous. Des efforts réels sont faits. Les émissions de gaz à effet de serre étant à la baisse en France, mais ceci reste largement insuffisant pour répondre à l'urgence climatique. J'ai une pensée pour les habitantes et habitants du Nord et du Pas-de-Calais qui ont subi de graves inondations et coulées de boue cette année. Des milliers de personnes ont vu leur vie quotidienne bousculée et basculer, ont parfois tout perdu et ils pourraient être les premiers réfugiés climatiques en France, dans nos métropoles. Allons-nous encore, après tant d'années, contempler le déchaînement de la nature et ses effets dévastateurs, ou agir pour permettre à chacune et chacun de continuer à vivre sur cette planète? Parmi les 100 millions de réfugiés à l'horizon 2050, au moins la moitié
le sera pour des raisons climatiques qui se combinent aux guerres pour les ressources, mais aussi à la misère et aux famines. La pollution est au cœur d'une mécanique de production mortifère pour nos conditions de vie et de travail. Dans le domaine agricole, la dégradation des sols et des nappes phréatiques impacte déjà notre alimentation, mais aussi avec l'utilisation par certaines industries des PFAS, des polluants dits éternels, et je tiens à saluer le camarade député écologiste Nicolas Thierry, qui a porté avec son groupe et l'ensemble de la gauche un grand combat sur cette question à l'Assemblée nationale. À la fin, notre santé est lourdement impactée. Les cancers se développent, et ce, de plus en plus jeunes. Chaque dixième de degré supplémentaire engendre des dérèglements irréversibles, menaçant notre capacité à bien vivre. Chaque jour d'été a dépassé un record de chaleur, faisant de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais avant la prochaine, malheureusement. Car oui, il est possible de vivre avec 2 degrés, voire 3, voire 4 degrés supplémentaires, comme certains l'imaginent déjà au sommet de l'État. Mais dans quelles conditions? Celles de subir des aléas imprévisibles, des événements extrêmes, des menaces pour notre sécurité alimentaire et laissant des pans entiers de la terre invivable pour l'humain et l'ensemble du vivant. Ce monde que nous préparent les capitalistes sera structuré par l'instabilité permanente, les affrontements guerriers pour l'accaparement des ressources. Nous en voyons déjà les premiers prémices avec les tensions sociales et internationales déjà à l'œuvre. Ce scénario sombre s'écrira logiquement tant que le capitalisme conduira les affaires du monde et s'affranchira des garde-fous conquis au terme de puissantes mobilisations populaires. Ce capitalisme qui repose sur l'aliénation et une course effrénée au profit, au bénéfice d'une petite minorité, est aux antipodes du projet que nous portons, celui d'émancipation humaine au service de l'intérêt général et du plus grand nombre. Ce capitalisme financiarisé et mondialisé n'a jamais été aussi inégalitaire. En 25 ans, 10 points ont été transférés du travail à la rémunération du capital non productif. Le capitalisme débridé permet que plus de 1 000 milliards de dollars, fruits du labeur des travailleurs et des travailleuses, soient versés en dividendes aux actionnaires chaque année dans le monde. Alors, lorsque l'on dit que l'on veut changer ce système, on nous dit que nous sommes des utopistes. Mais ce sont les tenants de ce même système, ceux qui pensent que le capitalisme est la fin de l'histoire, qui sont des utopistes. S'ils pensent que les peuples vont continuer longtemps à subir les effets dévastateurs de leur modèle néfaste. Nous leur lançons donc ce soir, tous ensemble, un avertissement. Les peuples ont déjà renversé le féodalisme que l'on disait éternel, puis la monarchie qui était de droit divin. Alors oui, nous le redisons ici en ouverture de cette fête, le temps est venu d'une nouvelle société, d'un monde de coopération et non de mise en compétition, d'un monde où l'on ne s'accapare plus pour soi ou une minorité, mais un monde de mise en commun des ressources, des richesses, des pouvoirs, un monde où chaque travailleuse et travailleur est maître de son propre outil de travail et décide où vont les richesses créées en s'appropriant les moyens de production. Un monde
où la démocratie renouvelée est au centre de chaque décision. Ce but, ce chemin, est une construction vivante. Et pour notre part, nous le nommons le communisme et nous pensons que son temps est venu. Chers amis, chers camarades, notre projet impose que nous placions la démocratie en son centre pour éviter les erreurs et les crimes du soviétisme, à contre-courant du capitalisme qui, lui, s'accommode des régimes autoritaires et dictatoriaux partout dans le monde. Il ne peut avoir de projet émancipateur pour tous les peuples dans le monde sans prise de décision collective pour y parvenir, et ce, à chaque instant. Ce que nous vivons en France depuis plusieurs semaines est à cet effet inquiétant. Nous sommes face à un pouvoir qui s'embourbe dans une dérive autoritaire et ultralibérale. Le président Macron a gagné par 2 fois face à la candidate du Rassemblement national, avec des voix de la gauche refusant de céder le pouvoir à la petite fasciste de Montretout. En 2022, réélu, il avait pourtant promis qu'il avait compris le message. Alors qu'il n'avait qu'une majorité relative, lui aussi, il a imposé, contre l'avis de 93% des actifs, une réforme des retraites inique, en piétinant le Parlement, en jouant avec la Constitution pour passer en force, malgré une mobilisation syndicale et populaire de grande ampleur. Je veux d'ailleurs saluer la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui sera demain avec nous. Et notre ami Laurent Brun, l'administrateur, qui est là ce soir pour la représenter. Nous le redisons ici, Macron n'a toujours pas de majorité d'idées dans le pays, ni à l'Assemblée nationale, pour contraindre les salariés à donner 2 ans de vie de plus au travail. Nous continuons donc à exiger l'abrogation et non un aménagement de la réforme des retraites et dire que notre projet, c'est bien la retraite à 60 ans pour tout le monde. Chers amis, chers camarades, la lente dérive autoritaire de ce pouvoir à la dérive ne s'arrête pas là. Toute critique, toute contestation est criminalisée, discréditée, sans débat. Les médias poubelles de Bolloré font leur job, mais c'est une lame de fond bien plus grave. Les voix des lanceurs d'alerte dans les entreprises, dans les territoires, sont étouffées. Les mobilisations réprimées, les militantes et militants criminalisés. Les militants écologistes sont traités d'éco-terroristes. Les soutiens sincères à la paix sont traités d'amis des terroristes. Les militantes féministes sont caricaturées. Des parlementaires sont convoqués au commissariat et plus de 1000 syndicalistes de la CGT sont poursuivis au commissariat ou devant les tribunaux. Et c'est sans parler des réunions publiques interdites ou menacées par des groupuscules fascisants. La démocratie vacille quand le peuple ne peut plus aller dans la rue, que toute contradiction est marginalisée, caricaturée à l'excès, dans le but de la rendre inaudible, et quand le débat se résume à des nuances de libéralisme. Nous le redisons donc ici, avec grande force. Nous demandons l'arrêt des poursuites contre tous les militantes et militants syndicaux et sommes solidaires de toutes celles et ceux qui luttent dans leur entreprise pour l'eau et le climat,
pour la paix entre les peuples. Jamais nous ne laisserons le poison de la division s'installer au risque de toutes et tous être emportés. À cet effet, je sais que parfois, nous ne sommes pas toutes et tous d'accord, y compris ici, à cette inauguration, surtout sur la stratégie, sur tel ou tel mot d'ordre. Dans la longue histoire du mouvement ouvrier, les débats entre modérés et révolutionnaires ont toujours été vifs. D'ailleurs, le journal fondé par Jaurès, dont je vous invite à acheter le livre, qui vient de sortir avec ses plus beaux éditoriaux, j'ai relu beaucoup de Jaurès entre 1904 et 1914, et croyez-moi, les débats étaient bien plus piquants qu'aujourd'hui. Mais lorsque l'un d'entre nous est attaqué par les forces du capital, il faut faire bloc. Car si l'un d'entre nous tombe, alors nous tomberons toutes et tous. Chers amis, chers camarades, le président Macron a passé un cap ces dernières semaines. Le soir même de l'élection européenne, il a décidé seul de dissoudre. Il ne l'a pas fait comme un coup de poker, mais comme une stratégie politique bien huilée. Le capital, qui n'en a jamais assez, a exigé que les réformes continuent, malgré l'affaiblissement de Macron, suite à une mobilisation d'ampleur. Pression sur les salaires, mise à sac de la protection sociale et étape suprême, la retraite par capitalisation. Pour cela, le capital, main dans la main avec Macron, était prêt à la dissolution pour accélérer la contre-révolution libérale. Face A, Macron regagné dans un duel face à Le Pen. Face B, Bardella gagné. Et croyez-moi, le capital y était prêt. Car pour lui, l'extrême droite n'est plus un frein au business, comme le démontre l'exemple italien avec Meloni. Le capital français est en train ou a déjà basculé. Il est prêt pour conserver ses intérêts à un pouvoir autoritaire, libéral, mais aussi raciste. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la naissance et la victoire du nouveau Front populaire. Certes relative, mais victoire tout de même, car en démocratie, il n'y a pas de match nul. Battu, 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 répétons-le à l'envi. Macron a donc poursuivi son déni démocratique. Il a décidé seul d'une trêve olympique, seul que le gouvernement serait démissionnaire, permettant à 17 ministres de voter et donc de barrer la route à notre camarade André Chassaigne, candidat au perchoir, et qui, à cet instant, si la Constitution avait été respectée, il serait avec nous et il serait président de l'Assemblée nationale. Et donc, parce que le peuple a mal voté, selon Macron, il est passé au plan C, méprisé le résultat du vote et nommé Michel Barnier, issu d'une force politique, arrivé... C'est Michel Barnier que vous huez. Ça va alors. Il a nommé Michel Barnier, issu d'une force politique, arrivé 4e des élections législatives. Ce déni démocratique, c'est donc, je le dis moi, s'est transformé en coup d'État démocratique. Car même aux Jeux olympiques et paralympiques, le 4e n'a pas de médaille et ne monte pas sur le podium. Je le dis aussi, et ça peut être débattu,
et ça sera débattu tout le week-end, fraternellement entre nous. Je pense que Macron n'a jamais envisagé de nommer Lucie Castès, ni personne d'autre à gauche. Son plan était clair, poursuivre, quoi qu'il en coûte, sa politique. Il a donc dealé avec l'extrême droite tout en faisant semblant d'organiser des nouvelles consultations. Oui, Macron et le capital sont prêts à tout, jusqu'à tordre les fondements de notre République, au nom d'une stabilité institutionnelle. Mais la réalité est que cette stabilité répond d'abord aux impératifs des marchés financiers. Il est donc temps d'en finir avec cette Ve République, à bout de souffle, qui donne des pouvoirs immenses à un homme ou une femme seule. Le président doit retrouver une place moindre. Les décisions doivent être prises collectivement, en respectant le Parlement. Les salariés doivent disposer de nouveaux pouvoirs dans l'entreprise. Les citoyens et citoyennes dans la vie de la cité et les usagers dans les services publics. Alors redisons-le haut et fort, cette Ve République que nous, communistes, nous combattons pour notre part depuis 1958, a démontré toutes ses limites. Il est urgent d'inventer ensemble une nouvelle République qui redonne du souffle à la démocratie et prend pour contrat social les valeurs sociales, laïques, démocratiques, féministes et écologistes. Pas moi, ça. C'est le mien, c'est celui de demain. C'est après. Moi, je te le garde. Chers amis, chers camarades, il est urgent de mettre ce combat à l'ordre du jour d'une nouvelle République et d'une nouvelle démocratie. D'autant plus que l'extrême droite rôde et qu'elle est prête à prendre le pouvoir. Il ne faut plus faire l'autruche, mais regarder le problème de face et le prendre à bras-le-corps. Partout sur la planète, et particulièrement en Europe, l'extrême droite progresse. Elle réalise plus de 20% dans 8 pays du continent aux dernières élections européennes. Elle dirige en Hongrie et en Italie. Elle ressurgit en Allemagne. Et une fois qu'elle prend le pouvoir, elle ne veut jamais le rendre. Regardez même comment nos amis brésiliens, avec Lula, ont eu le plus de mal à s'en défaire. Partout où elle passe, comme en Argentine, avec Milei, elle s'attaque aux droits des femmes et des minorités, aux droits de la presse, en favorisant les réseaux sociaux, s'attaque aux libertés publiques et fondamentales et à toutes les résistances, notamment syndicales. En France, l'extrême droite a de puissants relais, comme le groupe Bolloré, et des animateurs stars décérébrés qui, chaque jour, relaient, instrumentalisent, montent en épingle des faits divers en les érigeant comme des faits de société pour distiller le venin de la haine et de la division. Les révélations faites par l'humanité sur le projet Périclès du milliardaire Sterrin, qui d'ailleurs nous attaque au tribunal, et j'aurai le grand honneur de m'y rendre, j'espère que lui aussi, pour répondre de faits diffamatoires. Nous avons toutes les preuves et je sais que vous serez là pour nous défendre. Je le redis d'ailleurs au passage, l'humanité est beaucoup attaquée ces dernières semaines et derniers mois, notamment sur des enquêtes, et par 3 fois par l'extrême droite. Nous, à chaque fois que nous sommes mis au tribunal, nous y allons physiquement, nous-mêmes, et j'y réponds en tant que directeur, quand eux se bloquent, se cachent derrière leur avocat. Donc je dis à M. Sterrin, s'il nous écoute, puisqu'il nous a attaqués, rendez-vous au tribunal, nous y serons.
Ce milliardaire a bâti un véritable plan de bataille de 150 millions d'euros pour préparer le Rassemblement national à la conquête du pouvoir et pour acquérir des médias afin d'infuser ses idées doit donc nous alerter. Je sais que dans toutes les organisations progressistes se tiennent des débats sur la meilleure manière de combattre l'extrême droite. D'ailleurs, ici à l'Agora, nous en aurons plusieurs. Je souhaite donner là aussi mon avis, en sachant qu'il peut et doit être débattu, confronté et contre-argumenté. Bien sûr, le vote pour l'extrême droite revêt différentes réalités, éloignement des services publics, sentiment d'abandon et de déclassement, sentiment même que le vote ne change rien. Mais je pense que nous avons un double problème. Ce qui unit d'abord une majorité de cet électorat, c'est la peur de l'autre, la méconnaissance de nos frères et de nos sœurs d'humanité, ce sentiment que la société donne tout à l'un, qui serait l'étranger, et rien à soi, qui serait le français. Chers amis, chers camarades, cela s'appelle le racisme. Et si on ne s'y attaque pas, alors nous ne regagnerons pas ni la bataille des idées, ni celle des urnes. Je veux dire ici que la banalisation de l'antisémitisme et du racisme m'inquiète au plus haut point. Nous l'avons toutes et tous, collectivement, progressistes, démocrates, peut-être un peu sous-estimés. Il n'est pas seulement le fait de nervis d'extrême droite, mais d'un climat nauséabond, quotidien, alimenté par des paroles politiques, décomplexées, du ministère de l'immigration et de l'identité nationale sous Sarkozy, dont il paraît que Michel Barnier voudrait son retour, jusqu'à la loi immigration de Darmanin, validant les thèses du Rassemblement national. Les questions d'antisémitisme, de racisme, doivent devenir des sujets d'intervention majeurs pour la gauche de progrès social et écologique. Il faut le dire haut et fort, nous ne pouvons pas laisser ce sujet polluer l'espace public et empoisonner nos relations sociales. Il faut le faire refluer pour amorcer un rapport de force humaniste durable pour changer la société. L'antisémitisme, cette haine, ces clichés haineux d'un peuple juif auquel on attribue tous les maux, des épidémies aux inégalités sociales, est inacceptable. La hausse des actes antisémites nous est intolérable et doit être fermement condamnée à chaque fois, comme cet acte ignoble avec l'attentat contre la synagogue à la Grande Motte avec un homme arborant un drapeau palestinien. Je le dis, en plus d'être un acte antisémite, cet homme nuit au combat palestinien. Ne nous leurrons pas, l'antisémitisme se réactive en temps de crise à chaque fois qu'il faut trouver un coupable. C'est aussi la supposée critique d'une finance qui détourne, une critique de classe avec un contenu haineux et simplificateur. Les attentats meurtriers qui ont visé nos compatriotes juifs depuis une dizaine d'années nous rappellent à quel point il ne faut jamais transiger. Frantz Fanon disait « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. » Nous le redisons donc ici, à la fête de l'humanité. S'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à chacun et chacune de nous et à toutes les valeurs républicaines. Chers amis, chers camarades, il en va de même pour le racisme. Un système de séparation et de hiérarchie qui prend forme ici en France sur le rejet des populations issues de l'immigration postcoloniale, même si je ne sous-estime pas qu'il touche aussi les Roms, les Tziganes, les communautés asiatiques et bien d'autres encore. Basé sur des préjugés qui animalisent, qui fantasment l'idée d'un grand remplacement, qui menacerait
une homogénéité ethnique inventée. Le racisme s'exprime aussi, parfois, dans des contrôles de police humiliants, systémiques contre les jeunes arabes et noirs, mais aussi de lourdes discriminations à l'embauche ou au logement. Les jeunes des banlieues, souvent issus de l'immigration, mais pourtant nés en France, sont renvoyés et assignés par l'extrême droite à leur origine et seraient des Français de papier ou autrement, comme l'a dit une de nos collègues sénatrices, suspectés toujours d'être hostiles à leur pays. Chaque arabe ou noir serait donc forcément musulman et donc potentiellement un terroriste. Voici les théories fumeuses et racistes répétées à longueur de journée sur CNews. Qu'on l'appelle racisme anti-musulman, anti-arabe ou islamophobie, il est, lui aussi, en constante progression. Elle s'articule d'autant plus facilement que ce sont des catégories, bien souvent, en bas de l'échelle sociale et souvent précarisées. Alors, nous le redisons aussi. Être raciste, s'attaquer à nos compatriotes musulmans, c'est s'attaquer à chacun d'entre nous et à toute la République. La lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme, mais aussi contre l'homophobie et la transphobie, sont donc bel et bien partie prenante du combat de classe. Je le dis solennellement, ne tombons pas dans le piège d'opposer les luttes contre l'antisémitisme ou contre le racisme. Les deux rejets sont complémentaires et créent une matrice commune de haine et d'affrontement. Les théories du grand remplacement ou d'un prétendu complot juif utilisent les mêmes ressorts. Pour le combattre efficacement, faire reculer ces idées, restons unis. L'émergence du nouveau Front populaire a permis à des milliers de gens à se réintéresser à la politique, à militer et à voter. Notre unité, le respect de notre diversité et de notre pluralité n'est pas une faiblesse, mais une force pour toucher un public large et une nécessité pour combattre la peste brune. Unité, bataille idéologique et culturelle sont nécessaires pour regagner les esprits et les votes. Et la prochaine fois, nous serons majoritaires dans le pays, mais aussi à l'Assemblée nationale. Chers amis, chers camarades, nous aurons l'occasion de revenir durant ces 3 jours sur la question sociale, sur l'augmentation nécessaire des salaires, des pensions de retraite, pour mettre fin à la précarité et à la grande pauvreté. Une nouvelle fois, je veux saluer les camarades du Secours populaire. Je vois Thierry et Christian qui représentent la présidente d'Ariep. Les services publics sont une priorité politique s'il en est, car ce sont les biens communs de celles et ceux qui ne naissent pas avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est ce qui fait République. Quand nos concitoyens se battent pour l'école de leurs enfants, pour le maintien d'un bureau de poste, d'une antenne de la CAF, pour les hôpitaux de proximité, ils demandent des services publics qui répondent à leurs besoins. Et vous le savez, nous avons une période récemment où tout roulait parfaitement. Ce sont pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Renfort dans la justice et le système hospitalier, transport ponctuel, agents de prévention, police même de proximité. Le résultat, médaille d'or pour les services publics. Eh bien, ce que nous avons vécu pendant les Jeux olympiques et paralympiques, nous le voulons toute l'année et partout, sur tous les territoires. Je veux dire un mot aussi quand même sur ces Jeux olympiques et paralympiques qui viennent de se terminer. Non pas pour polémiquer, même si je vous avoue que c'était un peu jouissif de voir certains s'étouffer devant une cérémonie d'ouverture qui a délivré